Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là présent. Je vous fais une vidéo aujourd'hui d'histoire. Nous allons parler aujourd'hui, si vous le voulez bien, du roi Charles IX. Alors Charles IX qui fait suite au précédent roi dont j'ai mis la vidéo en ligne il y a 2 jours à peu près, un jour ou deux. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien chez vous, moi ici tout va bien. Alors chers amis, n'oubliez pas pour les nouveaux que je remercie d'être là d'ailleurs au passage. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter cette vidéo et toute la chaîne d'ailleurs. Si vous avez le temps de parcourir toutes les vidéos, il y en a pas mal, il y en a plus de 300 ou 200 et 250 et quelques, je ne sais plus. Regardez le contenu, regardez ce qui vous convient, ce qui vous plaît le plus et faites-moi part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos critiques aussi, certes courtoises, polies bien sûr. Et n'oubliez pas que les commentaires sont les bienvenus. Je les attends avec patience, avec joie, même si elles ne font pas plaisir, ça fait rien. J'aime bien aussi les critiques, ça me permet de corriger certaines choses ou de me corriger moi-même dans les définitions de ce que je vous explique un petit peu ou les lectures que je fais à propos de ces princes, entre autres. Voilà, nous allons commencer donc aujourd'hui par Charles IX. Voilà, regardez ce joli portrait, cette peinture ou cette tapisserie, je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà. Alors, je vais un peu être rapide parce que c'est assez long. Alors, Charles IX, le roi de France, au tragique destin. Ah. Alors, Charles IX est dans l'histoire le roi responsable du massacre de la Saint-Barthélemy. Ah, tiens, je ne savais pas que c'était lui. Cet événement tragique qui causa la mort de plusieurs milliers de protestants. Mais ce jeune homme, devenu roi à seulement 10 ans, n'a-t-il pas été manipulé? On peut se poser la question. À cet âge, oui, effectivement, un enfant prend des initiatives personnelles, c'est un peu court, un peu short, comme disaient les British. Quelle est la véritable personnalité de ce roi de France? Je vous emmène à la découverte de Charles IX, donc roi de France de la dynastie des Valois-Angoulême. Alors oui, c'est la branche cadette, ce n'est plus la branche directe des Valois, rappelons-le bien. Alors Charles IX, un enfant loin du pouvoir royal. Charles Maximilien, fils du roi Henri II et Catherine de Médicis, donc. Regardez ce joli portrait, cette peinture ou cette toile, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est une belle peinture d'huile, vraiment très belle. Portrait de Charles IX, enfant, par François Clouet. Oui, c'est donc une peinture. Cinquième des enfants de Catherine de Médicis, donc, et du roi de France Henri II, Charles IX voit le jour le 27 juin 1550 au château de Saint-Germain-en-Laye. Baptiste Charles Maximilien, le futur Charles IX, n'étant rien destiné à gouverner le royaume de France. Son père Henri II, fils de François Ier, donc, gouverne la France depuis 1547. Mais en 1559, alors que le souverain participe à une partie de joute lors d'un tournoi, il reçoit un éclat de bois dans l'œil. En quelques jours, le père du futur roi Charles IX meurt dans d'atroces souffrances, oui, on s'en doute. Son successeur n'est autre que son fils aîné, le jeune François II. Le jeune roi, de santé fragile, gouverne la France pendant moins de 2 ans. Il meurt à 16 ans seulement. C'est dans un contexte tragique et politiquement instable que Charles IX accède au trône à 10 ans seulement. Alors les frères et sœurs de Charles IX, donc voilà un peu je pense c'est les peintures, c'est quoi, c'est les portraits. Oui, voilà. Ces frères et sœurs sont, bon, voilà un petit peu voilà. Alors Charles Maximilien passe son enfance aux côtés de ses frères et sœurs dans une maison qu'il aurait dédiée. Ses frères et sœurs sont Élisabeth, future reine d'Espagne, Claude Alexandre Édouard, futur Henri III, Marguerite, future reine Margot, et Hercule, le duc d'Alençon. Les enfants royaux sont
à leur service plus de 500. Les enfants royaux ont à leur service, et non pas sont, ont à leur service plus de 500 serviteurs qui les suivent d'une résidence royale à une autre. Catherine de Médicis, selon la coutume, ne peut pas assumer un véritable rôle de mère. Elle montre toutefois une véritable compassion et la recherche du bien-être pour chacun de ses enfants. Elle veillera à les mener au-devant de la scène politique. C'est ainsi qu'à la mort de son fils François II, elle prend les rênes du royaume durant la minorité de Charles IX. L'enfant devient roi de France. C'est en 1560 que Charles Maximilien accède au trône de France. Suite au règne éphémère de son frère François II, le nouveau roi de France, Charles IX, n'est âgé que de 10 ans. Ils aiment bien se répéter, hein. Mais le jeune roi est encore trop jeune pour régner seul sur le royaume, sa majorité étant fixée à 14 ans. C'est sa mère, Catherine de Médicis, qui est désignée pour prendre la régence de la couronne. La Toscane, jusqu'à présent écartée des décisions importantes, se révèle être une personnalité politique redoutable. Quoi? La Toscane? Je crois que c'est une région. Enfin bon. Pendant cette période de régence, la mère de Charles IX évince les potentiels ennemis de son fils, le roi, et doit gérer les guerres de religion qui apparaissent entre catholiques et protestants. Alors, Charles est sacré roi de France à Reims en 1561. Le 17 août 1563, un lit de justice se tient à Rouen pour déclarer la majorité de Charles IX. Cette date marque le début du règne de Charles IX en tant que tel, en tant que roi donc. La reine-mère Catherine de Médicis s'impose sur la scène du pouvoir royal. Oui, évidemment, évidemment. Voilà le portrait de Catherine de Médicis, hein, pour mémoire. La reine Catherine de Médicis par François Clouet. Oui, c'est une peinture, donc une peinture d'huile. Même s'il tient maintenant les pleins pouvoirs de la couronne de France, il ne peut se passer de sa mère, qui tient une place trop importante dans le gouvernement du royaume. Même si elle se démet de la régence, Catherine de Médicis affirme sa pleine autorité. Charles IX est exposé au peuple de France avec tous les attributs du monarque, mais tous savent que les décisions ne sont pas prises par lui. Le jeune roi de France évolue dans l'ombre d'une reine-mère particulièrement imposante et au caractère bien trempé. Ah, les Italiens, ça c'est sûr que politique et guerre de religion, le règne mouvementé de Charles IX, donc un royaume en proie au conflit. Depuis l'avènement au pouvoir de Charles IX, les tensions politiques s'accentuent, la cause, les conflits religieux entre catholiques et protestants. Ces révoltes sont menées par François de Guise et Condé. Avec l'édit d'Amboise, qui établit la tolérance religieuse, la mère de Charles IX espère apaiser les tensions. Mais il n'en est rien. Charles IX prend les rênes du pouvoir dans un climat tendu, prêt à s'embraser à tout instant. Voilà, le massacre de Wassy. Regardez, c'est une jolie peinture, hein, vraiment. Les artistes de l'époque de la Renaissance étaient vraiment à un haut niveau que je ne saurais décrire moi-même. Massacre de Wassy, donc gravure. Ah, c'est une gravure de Franz Hogenberg, fin du XVIe siècle, oui, en pleine Renaissance donc. Enfin, ou à la fin. Le 1er mars 1562, donc, un événement vient déclencher ce brasier à Wassy en Champagne. Je ne sais pas si on peut le... Non. Des huguenots rassemblés pour prêcher donc, sont attaqués par un groupe d'hommes armés mené par François de Guise, futur meneur des catholiques. Cette attaque fait 200 victimes, dont 74 morts. Il faut peu de temps pour que les protestants ripostent, se révoltant à travers tout le pays.
Le massacre de Vassy marque le début de la première guerre de religion. Oui, il y en a eu bien d'autres après, hein, évidemment. La première guerre de religion, donc la paix même fragile du royaume du roi Charles IX n'existe plus. Le jeune souverain doit faire face à une série de révoltes. Les guerres de religion se succèdent. Même la puissante Catherine de Médicis ne trouve aucun moyen d'éteindre le feu de la guerre. En plus des guerres et des révoltes, le pays doit faire face à un grand mal qui frappe la population. Et oui, la famine, le royaume de France est au plus mal. Et Charles IX ne trouve pas en lui les capacités pour établir la paix. Sans parler des maladies comme la lèpre, je suppose, hein, à cette époque, hein, entre le XIIIe et XVIe siècle. Les maladies comme la lèpre, la gale, pas la gale peut-être aussi, oui, enfin bon, puis d'autres maladies de ce genre, quoi. Le 27 septembre 1567, Charles IX échappe de peu à une tentative d'enlèvement de la part du prince de Condé, le meneur du parti protestant français, qui juge l'entourage du roi trop catholique. Oui, évidemment. Charles, qui n'est âgé que de 17 ans, doit fuir avec sa mère jusqu'à Paris. La tentative de paix qui échoue. Regardez un petit peu, alors c'est des dessins, je suppose, hein. Le pouvoir royal et portrait du roi de France, Charles IX, par François Clouet. Vraiment un bon dessinateur, hein. Regardez, deux peintures un peu différentes, mais très, très jolies, très belles, hein. Beaucoup de détails. Il envoie un peu plus la moustache. Bon, et là, il avait plus de 10 ans, évidemment, hein. Vous avez compris. Alors, le pouvoir royal est lassé de toutes ces révoltes. C'est pourquoi un accord de paix est signé à Longjumeau le 23 mars 1588. Mais cette paix reste éphémère et très illusoire. Une troisième guerre de religion débute cette fois-ci avec des armées très bien organisées de part et d'autre. Les Huguenots parvinrent même à mener Paris où se trouve le roi Charles IX et sa mère. Le 8 août 1570, donc, un nouvel accord de paix est signé à Saint-Germain. Elle reflète une véritable lassitude de chaque côté. Grâce à cet accord, les protestants obtiennent une plus grande liberté de culte. Le mariage de la reine Margot et Henri de Navarre. Pour concrétiser cette coexistence, Charles IX marie sa sœur Marguerite à Henri de Navarre, donc futur Henri IV, hein. Le nouveau chef du parti huguenot. Cette union scelle le destin de la reine Margot au futur Henri IV. Mais ce mariage d'une princesse catholique à un protestant a l'effet inverse de celui souhaité, évidemment, hein. Les catholiques n'acceptent pas qu'un homme protestant intègre la famille royale. C'est le point de rupture et surtout le déclenchement d'un événement tragique, la Saint-Barthélemy. Et nous y arrivons. Voilà un petit peu la fresque, la peinture, je ne sais pas trop. Massacre de la Saint-Barthélemy, oui, François Dubois, sûrement une peinture, hein, regardez. Alors, la Saint-Barthélemy, événement tragique du règne de Charles IX, donc... Alors, quelques jours après le mariage de Marguerite et Henri de Navarre, les révoltes sont à leur apogée, menaçant grandement le royaume de France. Pour sauver le peu de paix qu'il reste dans le royaume, la reine Catherine de Médicis, décide de se retourner contre les protestants. Le 24 août 1572, donc, elle ordonne le massacre des protestants. Dans la nuit du 24 au 25 août 1562, plus de 30 000 protestants sont massacrés par les catholiques. Bon, eux, ils disent que c'est Catherine de Médicis qui a déclenché, bon, admettons, par les catholiques, donc qui s'en donnent à cœur joie. Coligny, chef du parti, est égorgé dans son lit et je répète. Coligny, chef du parti, est égorgé dans son lit et exposé dans la rue, donc enfants, femmes, hommes, vieillards, personne n'est épargné. C'est un véritable bain de sang qui se déploie dans les rues du royaume de France. Quel jour a joué Charles IX dans cet événement tragique qui marque à jamais l'histoire de France?
Dès le lendemain, Charles IX prend l'entière responsabilité de ce massacre, mais il apparaît évident que ce jeune roi, écrasé par l'influence de sa mère et ses hommes de pouvoir qui l'entourent donc, n'a tout simplement rien dit. Il a laissé faire son entourage politique et notamment sa mère Catherine de Médicis. Bon, ça, à voir. Un monarque en mal de légitimité donc. En assumant les responsabilités de cette tragédie, Charles s'impose comme le souverain d'une partie seulement de ses sujets et vient rompre les fondements de sa légitimité. Le roi est désigné comme étant un tyran, sa réputation est au plus bas, même pour les catholiques. Suite à cette série noire, le roi s'isole de plus en plus, laissant sa mère et ses conseillers prendre toutes les décisions. Certaines affirment même qu'il est pris de crises de colère et de folie. Il perd toute crédibilité auprès de ses sujets et même de sa cour. Malgré tout, la reine-mère Catherine de Médicis va œuvrer à renforcer l'autorité de son royal fils, Charles IX. Multitude de cérémonies pour montrer le roi dans toute sa splendeur. Loi interdisant de publier un livre sans privilège royal. Tous ces actes sont accompagnés d'une restructuration de la cour par Charles IX, donc, afin de restaurer l'ordre. Cette mesure a bien entendu été conseillée par sa mère. Malgré toutes ces mesures, le roi ne retrouvera pas sa renommée des débuts, mais ce n'est rien comparé à ce qui l'attend. Charles IX, un roi à la santé fragile. Voilà un petit peu le jeune roi sur une... Alors là, c'est sur son funérailles de Charles IX, donc enluminure du manuscrit Carmen, de Tristibus Gallier, 1577, bibliothèque municipale de Lyon. Très joli, c'est quoi donc une enluminure? Voilà. Alors, funérailles, oui, on l'a vu. Donc, toutes ces épreuves ont affaibli le mental et le moral du roi Charles IX, mais il y a un mal qui le ronge physiquement de l'intérieur. Charles est atteint de la tuberculose. S'affaiblissant de jour en jour, le roi s'épuise dans les activités physiques. Il est important de rappeler qu'il n'a que 23 ans. Passionné par la chasse, Charles IX ne désire pas restreindre ses sorties. Mais le monarque de France s'épuise et devient de plus en plus faible. Il s'éteint le 30 mai 1574 au château de Vincennes. Marie en 1570... marié en 1570, donc à l'archiduchesse d'Autriche Élisabeth. Charles IX est dépourvu d'héritier. Seule une petite fille prénommée Marie-Élisabeth est née de cette union. Un bâtard est né d'une relation interdite avec Marie Touchet, le futur Charles d'Angoulême. C'est ainsi que Charles IX transmet un royaume totalement ravagé par les guerres de religion, à son frère cadet Henri III. Bon, ben on reparlera de ce roi bientôt, hein. Donc peut-être demain, après-demain, je n'en sais rien, enfin on verra bien. Voilà un petit peu, chers amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui à propos de ce roi qui, ma foi, a été victime, je dirais, victime ou pas, je ne sais pas, de l'autorité sans partage de sa mère qui avait de l'expérience, mais de l'expérience par son mari déjà défunt. Je ne sais plus si c'était Charles III, non, Henri III je crois, non attendez, je ne dis pas de bêtises, Henri II. Henri II ou François II, je ne sais plus. Voilà, donc on a parlé aujourd'hui d'Henri IX, de Charles IX, décidément, je demande pardon parce que je ne sais plus où j'en suis là. Voilà un petit peu, chers amis, ce dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Donc nous avons fait un peu le tour. Alors l'actualité, écoutez, je ne vais pas trop vous embêter avec l'actualité, pour la simple et bonne raison qu'elle se répète un peu, hein. C'est toujours
les manifestations pour soutenir Marine Le Pen et le mouvement du RN avec Bardella comme, on va dire, lieutenant de Marine Le Pen. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est la fin de la carrière politique de Marine Le Pen? Ça, je n'en sais rien. C'est vrai que son père a laissé un héritage lourd, hein, lourd à la fois par ses positions de Jean-Marie, hein, ses positions qui sont pas toutes mauvaises, loin de là. C'est un homme qui s'est battu croyant aux valeurs de son pays, ce que ne croient plus du tout aujourd'hui nos politiques, y compris sa fille, Marine Le Pen, qui ne croit même pas aux valeurs de son propre pays. Pourtant, elle a un héritage d'un père qui a fait... bon. Après, il a fait beaucoup d'erreurs, mais là, je ne suis pas ici pour parler de Jean-Marie Le Pen. On va dire paix à son âme, hein, voilà, hein, à son esprit, voilà. Hein. Laissons-le là où il est. Les morts avec les morts et les vivants avec les vivants. Nous, on continue à vivre. Et nous devons toujours regarder devant nous et plus tellement derrière. Sauf quand il s'agit de faire des références sur des bons côtés de ce qu'on a vécu, par exemple, ou de ce que nos ancêtres nous ont transmis. Et actuellement, moi, je fais une recherche généalogique. J'ai fait celle de mon papa, maintenant je fais celle de ma maman, qui semble plus prometteuse, mais bon, pour l'instant, je n'en suis qu'à 2, 3 générations, hein, en partant de mon père, de ma mère, pardon, décidément, ça va pas, monsieur Raymond. Alors, je suis à 2, 3 générations, donc voilà, la femme responsable de ces recherches, ça coûte un peu cher, mais bon, que voulez-vous, hein, quand on veut bien se connaître, il faut apprendre de soi. Et c'est ce que je vous recommande, moi, personnellement, que vous fassiez de la généalogie ou pas, il faut apprendre à apprendre de soi, c'est-à-dire de ses bons côtés, mais aussi de ses mauvais côtés, de ses échecs, de ses erreurs. Et Dieu sait que mes erreurs, j'en ai accumulé un nombre qui dépasse même les cheveux de ma tête. Ça ne veut pas dire que c'est fini, qu'il faut s'arrêter là. Non, pas du tout, justement. Il faut apprendre à se corriger. Alors oui, après, il y a l'entourage social qui, souvent, vous en montré ou vous montre du doigt, ou médite dans votre dos, susurre aux oreilles de leurs amis, de leurs copains ou de leurs relations, et vous en prenez plein la figure, plein la poire. Hein. Mais ça fait partie de la vie, chers amis. Il faut en prendre et en laisser. Il faut surtout en prendre et corriger à partir de ce qu'on vous dit ou de ce que vous captez. Il faut apprendre à vous rechercher en vous-même ce qui fait votre valeur et ce qui a pu vous diminuer aux yeux de vos proches, peut-être même de certains membres de votre famille ou de vos amis ou vos ex-amis pour ceux qui vous ont quitté, hein. Ou que vous avez quitté pour des raisons de dispute, de bagarre, enfin que sais-je. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire en gros. Il y a deux maximes que j'aime bien, que je vais quand même résumer. C'est médecin, connais-toi toi-même, mais en même temps, médecin, soigne-toi toi-même. Hein, quand un médecin vous dit « Ah oui, mais vous êtes un gros fumeur alors que lui fume un cigare », ça fait un peu drôle, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, apprendre à se connaître soi-même. C'est très important. Alors se connaître, ce n'est pas... Bien sûr, c'est sous le regard de vos proches, mari, femme, enfants, petits-enfants peut-être, qui avec leur naturel vous disent ce qu'ils voient de vous. Vos parents, vos grands-parents, pour les plus jeunes, là aussi, il y a à apprendre, il y a beaucoup à apprendre. Mais aussi de vos ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière, et ainsi de suite, hein, jusqu'à que vous puissiez, voilà, trouver ce que vous recherchez. Ne serait-ce que pour vous grandir, aux yeux à vos propres yeux, de votre entourage, de vous grandir, de vous agrandir même en vous-même, sans être orgueilleux, hein. Ne jouons pas les narcisses, hein. Il ne s'agit pas de se regarder dans la glace en disant « je suis le plus beau ». Non, 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 non. Non, mais simplement d'apprendre à bien se connaître afin de pouvoir répondre avec élégance, fermeté, avec tous les usages que vous avez en votre possession, hein, la plus intelligible possible, afin de vous faire respecter et de respecter, bien sûr, de vous respecter vous-même, de respecter
les autres, d'être dans l'empathie, l'amour, la bienveillance, la joie, le bonheur. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes, d'avoir de l'empathie, de l'amour, de la tendresse, de l'affection et beaucoup d'attention, de bienveillance et de l'intérêt pour vos parents, vos grands-parents, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis les plus proches et les plus lointains, et aussi vos collègues de travail qui font partie aussi d'un milieu social dans lequel vous évoluez jusqu'à votre retraite, hein. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt. Au revoir.